La première table ronde porte sur le monde de taux négatifs durables, de sanctions protectionnistes. Le modèle de l'assurance est-il encore soutenable? On ne va pas se raconter d'histoire, hein. Le marché est aujourd'hui compliqué, on l'a déjà entendu, on va l'entendre encore. Est-ce qu'on va vers un ajustement, une rupture, une transformation profonde vers plus de risk management? On va évoquer ça maintenant avec 3 acteurs de l'assurance, un 4e intervenant lui aussi de l'assurance mais dans une position d'observateur puisqu'il est économiste en chef, et puis un 5e intervenant côté pouvoir public. J'appelle à me rejoindre sur scène Gilles Bénéplan, Lionel Corr, Hervé Houdard, Florence Loupe et Ludovic Subran. Je vais me mettre au coin. Voilà. On va commencer par la big picture, par le focus très large sur les 2 des sujets qui étaient évoqués dans le programme et qui marquent qui sont à l'intersection entre la macroéconomie et le monde de l'assurance, qui sont les taux d'intérêt très bas, et je pense que c'est important de comprendre cet univers, et puis aussi le protectionnisme, puisqu'il fragmente les marchés et que ça pose des questions qui sont tout à fait majeures. Et donc c'est Ludovic Subran qui va nous en parler. Ludovic, donc économiste en chef d'Allianz. Merci Jean-Marc. Alors les taux d'intérêt sont bas, mais les taux d'alcoolémie sont hauts, on m'a dit. Donc il fallait que je reste assez simple dans l'explication des taux bas. L'idée, c'est la suivante, c'est que ça fait 10 ans qu'on est dans un environnement de taux relativement bas et d'une croissance aussi très basse. Les taux bas, ça a causé des bouleversements dans les intermédiaires financiers, les banques. En France, les banques, sur les 10 dernières années, leur revenu d'intérêt net a été réduit de à peu près 270 milliards d'euros. Dans le même temps, l'État allemand, lui, a gagné de primes d'intérêt net 270 milliards d'euros. Donc il y a eu un effet très darwinien de ces taux bas entre les agents économiques, les familles, celles qui ont de l'épargne et celles qui ont plutôt besoin de consommer et donc d'emprunter, d'investir, les entreprises, celles qui ont du cash. En France, si vous regardez le SBF 120, vous enlevez les financières, il y a à peu près 140 milliards de cash sur le bilan parce que pas de croissance et donc une volonté de garder le cash sur la trésorerie du moins dans l'entreprise. Et puis les États, on a vu ce que ça veut dire d'avoir des taux bas pour certains États, ça redonne un petit peu de volant budgétaire. Donc ça, c'est les environnements de taux bas. Et puis en 2015-2016 et puis maintenant en 2019 et puis peut-être maintenant avec l'incertitude liée au coronavirus sur la première partie de l'année et puis aux élections américaines sur la deuxième partie de l'année, on pourrait de nouveau replonger dans les taux négatifs. Et c'est vrai que ça fait forcément... c'est très coûteux pour les banques. C'est pour ça que la Banque Centrale Européenne a décidé de changer un petit peu la façon dont elle taxait les dépôts, ou du moins à combien les dépôts que déposaient les banques privées à la Banque Centrale étaient rémunérés. Mais sur les assurances, et notamment les assurances vie, ça change complètement le modèle. Parce que quand vous faites de la gestion active-passif, en fait, vous avez des polices d'assurance qui sont souvent à des taux garantis et puis les investissements ne rapportent pas autant. Et donc, il faut changer la stratégie d'investissement, aller vers des choses qui sont plus rentables que des choses cotées, comme les bons au trésor des pays de la zone euro, par exemple. Et puis, pour le passif, donc pour les polices d'assurance, ça veut dire encourager les gens à aller vers des choses qui bougent plus. Donc, c'est notamment les produits qui sont liés au marché action, c'est des produits qui ne sont pas garantis ou garantis à des taux plus bas. Et ça, ça est en train de changer complètement le visage de l'assurance. Pour nous, en tant qu'assureurs, la vraie question, c'est de continuer à être une assurance et pas juste un gérant d'actifs, un asset manager. Parce que si vous n'offrez que des produits qui bougent avec le marché, la notion d'assurance est perdue. Ça veut aussi dire que, on regarde forcément ce qui s'est passé au Japon. Au Japon, il y a eu une méga faillite d'un gros assureur vie japonais qui a été du coup nationalisé ou absorbé par l'État japonais. Et donc les risques de surrenders, on dit en anglais, c'est-à-dire les risques qu'un acteur ou des acteurs mal capitalisés ou mal régulés de l'assurance vie face et des problèmes, ça devient de plus en plus un spectre. Et donc c'est vrai que en France, les assureurs vie ont demandé à l'État de faire un effort, notamment sur les normes comptables. En Allemagne, ils ont fait un énorme effort en baissant le coût de capital d'une partie des polices qui étaient bookées à des taux trop hauts par rapport au rendement du marché. Et donc, on est dans cet environnement un peu où on va traîner les conséquences sur la stabilité financière de taux bas. Donc ça, c'est un premier sujet. Donc, très assurance vie. Et puis,
ça pose un sujet pour vous, c'est-à-dire qu'il y a des mythes qui circulent dans le marché. C'est parce que les assureurs font pas assez d'argent avec les taux bas qu'ils sont obligés d'augmenter les primes sur l'IARD. C'est faux. C'est juste que, en fait, c'est pas parce qu'il y a des taux bas, peu de croissance et donc peu d'inflation, qu'il n'y a pas d'inflation dans les primes d'assurance. Parce qu'en fait, c'est pas les mêmes déterminants derrière les primes que vous payez, qui sont liées à la sinistralité pour l'IARD, et derrière les sujets de taux bas ou prix du risque dans l'asset management et des activités bilancielles sur la vie. Deuxième sujet, et je terminerai là, c'est celui du protectionnisme. Ça crée aussi un vrai sujet pour les assureurs en termes d'environnement, parce que le protectionnisme, qui est principalement un protectionnisme de biens avec le président Trump, vous savez, c'est le savant montre le ciel et l'imbécile regarde le doigt. En fait, le vrai sujet du protectionnisme, ce sont les protections sur les investissements et la fragmentation des flux financiers. Le protectionnisme, si vous voulez, commercial, c'est peanuts en fait. Bien sûr, les barrières douanières américaines sont passées de 3,5% à fin 2017 à presque 9% aujourd'hui. Et par ailleurs, une pandémie comme le coronavirus, ça coûte à peu près 200 milliards d'échanges commerciaux et c'est l'équivalent d'un point de barrière tarifaire. Donc bien sûr que l'échange des biens, on a une récession du commerce mondial en valeur, c'est un sujet. Mais l'autre sujet, c'est que ça fait un an qu'on augmente tranquillement tous nos protections des investissements. Le CFIUS américain, le décret Montebourg en France, l'Außenwirtschaftsverordnung en Allemagne. Et donc le vrai sujet, moi, celui qui m'inquiète, c'est que pour les entreprises de services, comme les nôtres, on rentre dans un monde où les régulateurs sont un peu plus zélés en local et demandent donc plus de capital. On a des flux entre pays qui sont plus contraints, ou du moins sur lesquels on s'inquiète. On a, quand on est investisseur, des sujets de fait du prince, d'expropriation, de confiscation, des nouveaux risques politiques. Et donc ces deux sujets-là, donc les taux bas et donc la prime de risque, et de manière générale le changement de l'environnement des assureurs, et de l'autre côté, la fragmentation. Moi, j'aime pas parler de démondialisation parce qu'il n'y a pas de démondialisation. C'est pas parce qu'il y a moins d'échanges de biens, ou du moins que le contenu de la production en importation est plus faible, qu'il n'y a pas des échanges de cash, de données et de gens qui sont en train d'exponentialiser. En revanche, il y a une fragmentation financière par zone de devises, mais aussi à cause de régulateurs plus ou moins zélés. Et ça, c'est vrai que ça change complètement l'assurance, le modèle de service, mais aussi comment fonctionne le bilan et le compte de résultat d'un assureur. Et ça, c'est vrai que ça va être avec nous pendant 5-10 ans. Il va y avoir certainement de la consolidation, des disparitions, c'est pour ça que je parle d'effet très darwinien, et un besoin de continuer à réinventer le produit. Et peut-être un dernier sujet qu'on abordera pour faire de la prospective, c'est celui de l'assurabilité de certains risques avec la confluence des risques climatiques, cyber, mais aussi des risques, enfin du moins des effets du changement climatique sur la fréquence et la sévérité des risques, sur le fait qu'il y ait des données et des concentrations de gens. Ça pousse les limites, ou du moins ça appelle à réfléchir comment le public et le privé doivent travailler sur les garanties d'assurance. Parce qu'on teste un petit peu les limites de l'assurabilité. Et donc ça, pareil, ça va demander aux assureurs, aux pouvoirs publics, aux acteurs de l'assurance de penser à quelle prise de garantie, quelle prise de risque je prends et comment on construit des produits. Parce qu'en fait, notre métier a du mal à trouver des nouveaux produits, des nouveaux services. On a du mal à se réinventer parce que vous imaginez bien qu'il faut, pour la belle tarification, de l'empirique. Les actuaires veulent absolument avoir une longue vue pour pouvoir faire les choses bien. Et donc, c'est vrai qu'on a peut-être, par rapport à d'autres métiers qui sont en pleine transformation, plus de mal à faire ces petites transformations marginales qui sont si nécessaires. Merci Ludovic de ce premier cadrage. On va voir maintenant un deuxième cadrage. Je te dis qu'il fallait que tous les acteurs vont devoir se prononcer, vont devoir penser pour agir différemment. Et donc, on va voir ce qui se passe du côté des pouvoirs publics avec vous, Lionel Corr. Donc, vous êtes sous-directeur des assurances à la DG Trésor. Et donc, comment les pouvoirs publics voient ce paysage de l'assurance qui change? Quels sont les éléments clés et aussi les actions à entreprendre? Merci. Alors là, je pense qu'avec ce programme, j'en ai pour 2 heures. Donc, je vais essayer de cibler la réponse. S'il vous plaît. Sur ce qui vous concerne au premier chef, notamment en matière d'entreprise. Alors peut-être un mot de présentation. Je suis en charge de la régulation de l'assurance, qui passe beaucoup par la préparation et la mise en œuvre de la réglementation, au service de nos enjeux de politique publique, qui sont nombreux. Mais je vais centrer sur 3 objectifs politiques publics pour vous donner quelques idées des perspectives dans lesquelles on se place pour la régulation du marché et puis pour répondre aux questions qu'on se pose ce matin, notamment sur comment interpréter les évolutions qu'on a vues en 2019. Et puis, cette grande question, c'est demain, ces garanties seront-elles là?
et à quel prix pour nos entreprises. Donc on a beaucoup d'enjeux de politique publique, mais on peut en identifier quand même 3 grands qui, pour le coup, sont traditionnels, qui évoluent, mais qui sous-tendent notre action depuis bien longtemps. On a un enjeu de disponibilité des garanties. Pour nous, pouvoirs publics, il est important de se préoccuper de la disponibilité sur notre marché en France, pour les ménages, pour les entreprises, des garanties d'assurance. Deuxième grand enjeu, la question de la qualité du provisionnement. Bien qu'il y ait des garanties, que ce soit des vraies garanties, qui soient vraiment provisionnées par des assureurs qui seront là au moment du sinistre. Et puis troisième grand enjeu, l'enjeu de la qualité, au sens de nos enjeux de politique publique, de l'investissement. Les investisseurs touchent les primes, ils investissent, et donc par construction, nous, on doit se préoccuper de ces investissements, évidemment au regard de la prudence, l'enjeu précédent, mais aussi au regard de son impact sur l'économie. Alors, pour traiter ces enjeux, on a besoin d'avoir une vision un peu globale de l'assurance, en particulier de son lien avec le monde de l'entreprise, avec le monde de vos entreprises, à la fois au regard de leur activité d'assureur et de leur activité d'investisseur. Alors, quand je les exprime comme ça, ces enjeux, ils ont l'air assez évidents, je pense, voire banaux. Pour autant, juste une anecdote, c'était encore la semaine dernière, on a une grande conférence à Bruxelles sur l'avenir du modèle prudentiel de l'assurance, et puis j'avais mon homologue du ministère fédéral d'un grand pays situé de l'autre côté du Rhin, qui nous disait, nous, notre enjeu, c'est de fixer les règles de l'assurance, mais pas de se préoccuper de savoir quelles garanties sont sur le marché, c'est au marché de déterminer les garanties. Voilà, donc ça, c'est à peu près l'opposé de notre vision, parce qu'on pense que voilà, la disponibilité des garanties d'assurance, c'est une clé du fonctionnement de notre société, c'est une clé du fonctionnement de notre économie, et on peut d'autant moins s'en désintéresser que certaines garanties d'assurance, on les rend obligatoires. Donc il faut qu'on se préoccupe un petit peu de savoir quand même si elles existent vraiment, et à un prix décent pour les acteurs économiques. Donc la grande question, c'est est-ce que demain ces garanties seront disponibles? Alors, sur la conjoncture et ce qui s'est passé cette année, j'aurais des intervenants à côté de moi qui, beaucoup mieux que moi, vous justifieront les hausses de tarifs ou des retraites garanties qu'on a pu avoir en 2019. Mais si on essaie de prendre un petit peu de recul sur un certain nombre de grandes tendances de fond du marché pour vous donner un petit peu la vision qu'on a et partant, nos enjeux pour nous, pouvoir public, pour accompagner les évolutions et encore une fois faire face aux défis tels que nous les voyons aujourd'hui. On a vu ces 20 dernières années vraiment se développer la prise en compte par l'entreprise de son risque. Votre métier, le métier de risk manager en latin, il existait peu il y a 20 ans. Aujourd'hui, quasiment toutes les grandes entreprises en sont dotées, les ETI s'en dotent. Cette tendance-là, évidemment, elle va se poursuivre. Et à partir du moment où on développe la vision du risque d'entreprise, on identifie son risque, et parce qu'on identifie son risque, on va l'assurer ou l'auto-assurer. Mais en tout cas, c'est évidemment là aussi un facteur de développement de l'assurance qui s'est développé en parallèle sur ce qu'on appelait le grand risque ou le risque d'entreprise en général. C'est aujourd'hui même un axe de développement fort de beaucoup d'assureurs, notamment les grands assureurs internationaux, mais pas que. Y compris des grands acteurs mutualistes français, par exemple, aujourd'hui, ont une vraie stratégie de développement sur l'entreprise. Alors chacun sur son vecteur, plus peut-être pour des PME et des ETI, pour des acteurs qui n'en ont jamais fait. Mais c'est vraiment un axe de développement et on a toutes les raisons de penser que ce développement va se poursuivre aujourd'hui et dans les années qui viennent. En parallèle, les entreprises ont développé, au-delà de leur vision des risques, aussi leurs propres outils de portage du risque. Donc c'est le sujet des captives, je vais y revenir dans un instant. Notamment. Oui, très rapidement. Le sujet des captives. Et pour nous, si vous voulez, les deux et c'est l'une des questions qu'on se pose, dans quelle mesure y aura-t-il concurrence demain entre les captives, l'autoportage et le portage sur assurance. On a toutes les raisons de penser que ces deux modes de portage du risque sont complémentaires, vont se poursuivre. Par l'auto-assurance et la captive, on assure en particulier une compensation intertemporelle, alors que l'assurance apporte une compensation entre acteurs. Et ces deux réalités ont une pertinence, même si on sait que beaucoup de captifs sont nés souvent d'un accident parce qu'on n'arrivait pas à placer un risque. Pour autant, on pense que c'est un phénomène de fond. Alors, quelques éléments de perspective et en quelques mots, nos enjeux de politique publique pour nous. Donc on pense que la relation, en tout cas entre assureur et assuré, va continuer à s'enrichir, aussi parce que le rôle de l'assureur évolue
Et c'est particulièrement vrai sur l'assurance d'entreprise, mais ça se développe aussi sur l'assurance des particuliers, avec un rôle qui n'est plus simplement un porteur de risque et indemniseur in fine, mais un rôle d'accompagnement en amont, c'est l'enjeu de la prévention. Au moment du sinistre, c'est le rôle de l'assistance, et puis en aval du sinistre, pour préparer la résilience. Et en parallèle, un développement de ces outils internes. Donc on pense que les captifs ont un avenir, c'est pourquoi nous travaillons aujourd'hui avec l'AMRAE et avec les entreprises sur la relocalisation des captifs en France. À partir du moment où on pense que cette activité-là a de l'avenir, c'est difficile pour nous de se satisfaire du fait qu'on a 4 captifs en France pour nos sociétés et plusieurs dizaines de captives au Luxembourg et quelques-unes dans d'autres pays. Donc voilà, je ne suis pas en train encore de vous faire des annonces, mais en tout cas sur le fait qu'on y travaille et que nous nous préoccupons de la localisation de nos captives est pour nous un élément important. Alors qu'attend dans les prochaines années et qu'est-ce que nous on prévoit de faire en tout cas? On a une vraie dérive de la sinistralité sur un certain nombre de grands risques. Certains ont été cités par Florence tout à l'heure, notamment. Et là, je vais sortir du conjoncturel, notamment de ce qu'on a pu vivre sur l'incendie ou autre cette année, mais sur le climatique, on voit bien qu'on a un phénomène de dérive, et c'est toutes nos études, y compris celles qu'on a avec CCR, de dérive de la fréquence, et on peut anticiper, et je pense qu'on reviendra sur ce risque-là ce matin, sur lequel on doit se préoccuper effectivement de la façon dont on va pouvoir absorber cette hausse de la sinistralité. Et puis un autre grand risque qui est le risque cyber, où là non seulement on a une dérive de la sinistralité, mais en plus sur un risque qu'on a du mal à appréhender, que les assureurs ont du mal à appréhender, et un assureur qui fait bien son travail, quand il n'appréhende pas bien un risque, il en sort le temps de l'appréhender et d'être capable de faire bien son travail, ce qui est évidemment une tendance de fond, mais qui nous interpelle nous, évidemment, pouvoir public. Et puis il y a le sujet, deuxième grand sens de fond, et qui fait un phénomène de ciseaux, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas d'impact direct des taux bas sur les tarifs d'assurance, pour autant il y a un phénomène indirect, puisqu'il y a l'assureur, il fait ses résultats techniques, mais il a aussi des résultats financiers. S'il fait moins de résultats financiers, évidemment, il y a quand même un impact sur son équilibre global et partant sur son tarif. Voilà. Alors nous, on a au moins identifié 3 grands enjeux en 1 minute sur lesquels on va travailler, et puis on pourra y revenir parce que je pense qu'il faut avoir une approche risque par risque finalement sur ces enjeux. Tout d'abord, il y a cet enjeu de la modération de la sinistralité, et pour nous, il y a une seule clé, c'est la prévention. Et là encore, ça doit s'apprécier risque par risque, et notre rôle à cet égard aussi. Le deuxième grand enjeu, c'est le rôle de l'État dans le portage du risque, parce qu'il y a des risques qu'on juge inassurables. Et par construction, les juges qu'on juge, par définition de ce risque inassurable, c'est le risque qui va justifier une action de l'État. Il y a des risques sur lesquels on le fait depuis longtemps, notamment sur le climatique, et sur lequel on a des définitions assez claires de ce qui est assurable et de ce qui est assurable. Alors, ces définitions peuvent évoluer, mais on a des choses, puis il y a des risques sur lesquels on n'a pas du tout, comme sur le cyber. Et puis le troisième grand enjeu, c'est l'enjeu du comportement d'investisseurs des assureurs, qui nous apparaît être en tout cas une forme de solution à cette baisse des rendements financiers. On a aussi une telle baisse des rendements financiers parce que les assureurs, au fil des années, avec une accélération avec le cadre prudentiel Solvabilité 2, se sont mis à investir massivement en obligations. Mais quand ces obligations-là ne rapportent plus, ça ne pose que de façon encore plus saillante un sujet que nous portons depuis des années, qui est qu'il faut que les assureurs rediversifient leurs actifs, qu'on les aide pour cela, qu'on adapte le cadre prudentiel pour cela, notamment pour investir en actions, ce qui est un deuxième impact positif pour vos entreprises. Et ça, c'est principalement un enjeu européen, et c'est l'enjeu de la revue de la directive Solvabilité 2. La bonne nouvelle, c'est que c'est cette année que nous faisons cette revue. En espérant donc que ça va changer pour pouvoir avancer dans le sens que vous évoquiez. Merci Lionel. Donc 2 éléments de cadrage du paysage. Maintenant, on va parler du problème dont il a été beaucoup question déjà jusqu'à présent, notamment dans les couloirs. Est-ce qu'on est dans des décisions irrationnelles ou pas, pour reprendre le mot lancé? On va être du côté de l'offre dans cette première table ronde. Dans la table ronde suivante, on sera plus du côté de la demande. Et je vais commencer avec vous, Florence Loup. Donc, vous êtes directrice générale de HDI Global SE, concepteur de solutions d'assurance. C'est comme ça que vous vous présentez. Au-delà de ce qu'a dit Florence Lutzmann tout à l'heure sur cette montée des prix qui a fâché, qui a créé des incompréhensions, peut-être des incompréhensions d'ailleurs qui sont en train de se lever. Qu'est-ce que vous voulez rajouter, compléter? Qu'est-ce qui vous paraît clé pour comprendre le mouvement à l'œuvre?
Florence l'a redit tout à l'heure, on est sur un mouvement long, d'accord. Depuis 15 ans, et Lionel le disait tout à l'heure, le marché de l'entreprise, en particulier des grands risques, a beaucoup attiré. On a baissé les tarifs pour gagner des parts de marché. Quand ça n'a plus été suffisant, on a rajouté des garanties, on a rajouté des montants de garanties, etc. Dans le même temps, donc les tarifs sont passés, ce qui valait 5 en 2003 vaut à peu près 2 aujourd'hui. Dans le même temps, ce qu'on constate, c'est quoi? Les dommages matériels ont augmenté de 80% et surtout la perte d'exploitation a augmenté de 300%. On est donc dans un moment de croisement des courbes qui n'est plus tenable. Et on le sait tous parce qu'on l'entend, on a quand même des enjeux extrêmement massifs et très systémiques devant nous qu'il va falloir intégrer pour avoir la pérennité de nos offres. Donc c'est sur ce moment, il a été jugé brutal. Alors brutal. En 2018, déjà aux États-Unis, ça augmentait. On se parlait déjà l'année dernière de ce sujet-là. Je pense que ce qui est surtout brutal et peut-être irrationnel, c'est qu'on a joué sur tous les compartiments en même temps. Le résultat technique s'est dégradé, il a fallu le redresser. Le résultat financier n'était plus là pour l'aider. Mais il y a eu aussi des sujets de compliance, il y a eu aussi des sujets d'accompagnement à l'international qui fait qu'on s'est retrouvé sur les dernières échéances à être exigeant sur chacun des compartiments. Et il n'y a plus eu d'offres véritablement. On a eu quand même beaucoup de difficultés à finaliser un certain nombre de placements. Et c'est vrai que, vu d'un risk manager, mais vu aussi d'un directeur financier en fin d'année, c'était complètement inaudible. On leur expliquait que les derniers pourcents valaient plus cher que le restant du placement. On leur expliquait qu'il y avait autant de clauses sanctions que d'assureurs. Et ça, je pense qu'on n'a pas été collectivement excellent. Et je pense que là, il faut qu'on travaille différemment sur l'année à venir pour retrouver un peu de raison et aussi assurer la pérennité de notre relation avec nos entreprises. Parce que j'ai une conviction profonde, c'est que si on ne fait pas le job bien, il y aura d'autres solutions qui seront trouvées par d'autres types de financement. Moi, j'ai fait beaucoup d'interventions devant des directeurs financiers ce dernier trimestre. Ils nous prennent pour des fous complètement. On a des pratiques de marché qu'ils jugent totalement, mais inconcevables. Et donc, je pense qu'il y a un appel à tous mes collègues, à tout le marché, parce que je pense que ce travail, on n'est pas capable de le faire tout seul, nous, assureurs, et on a besoin de vous aussi, d'être un peu raisonné dans cette façon d'aborder les choses, parce qu'on a des défis bien plus importants qui arrivent devant nous pour assurer la pérennité de nos marchés et notre capacité à assurer tous ces risques très massifs qui arrivent de façon extrêmement violente. Donc, tout de même une forme de mea culpa, mais à partir de toute une série de phénomènes qui se sont concentrés en même temps, qui étaient difficiles d'expliquer de manière simple et acceptable, tout simplement. Hervé Houdard, vous êtes donc directeur général de CIACI Saint-Honoré, donc courtage en assurance. Comment faire pour avancer? Est-ce que la pédagogie suffira? Est-ce qu'il va falloir changer de posture? Bonjour. Écoutez, si la question est comment se sont passés les renouvellements, je ferai une anecdote, j'en reprendrai une. En un mot, bien, en deux mots, pas bien. On a vécu une situation qui n'est pas inconnue. Moi qui fais partie des plus anciens de la profession, ce n'est pas une nouveauté, les crises sur le marché. Mais ce qui est plus à critiquer ou à remarquer ou à blâmer, c'est la méthode. La méthode a été catastrophique. Il y avait eu des prémices, notamment sur le marché américain, les marchés anglo-saxons, qui sont toujours beaucoup plus réactifs en 2018. 1er juillet de 2019, c'était malgré tout assez calme, un peu à la surprise d'ailleurs des acteurs. Mais ce qui s'est passé au dernier trimestre est à mon sens aberrant, voire inadmissible. Et encore une fois, ce n'est pas l'augmentation tarifaire qui peut se justifier. Florence l'a très bien dit, les prix ont descendu sur les 15 dernières années dans une échelle de 5 à 2. C'est plutôt, moi ce qui m'inquiète énormément, c'est le positionnement des compagnies, voire même de la réassurance, et surtout le manque de capacité chronique qui s'est instauré et établi. On s'est retrouvé avec des prises de position quelques jours avant fin novembre, totalement inattendues, où des capacités se sont réduites de 50-60%. Cerise sur le gâteau, quand vous trouviez des solutions alternatives, non pas de financement, on y reviendra plus tard, mais sur des placements, on vous disait « Ah oui, mais on veut bien continuer à périter, donc on ne prendra plus 50 ou 60%, on n'en prendra que 25 ou 30,
Mais vous comprenez, on ne veut pas de tel coassureur parce qu'il ne nous plaît pas, on ne veut pas de solution alternative, on ne veut pas ci, on ne veut pas ça. Alors, un mois avant, 3 semaines avant, le jeu devient très compliqué. Et ça, c'est surtout la méthode qui est à critiquer. Parce que, bien évidemment, sur un budget d'entreprise, 5, 10, 15, 20%, voire même plus dans certains cas, parce qu'on a eu le droit à un gros florilège, c'est ennuyeux, mais ça peut se comprendre au regard des statistiques. Maintenant, ce qui est inadmissible, c'est la réduction totale, voire la non-souscription, avec un changement diamétralement opposé du jour au lendemain. Alors quelqu'un disait, à juste titre, c'est quand même amusant de voir que les mêmes vous proposaient du moins 20, moins 30, moins 40 il y a encore 2 ans, et les mêmes vous proposent plus 20, plus 30, plus 40 cette année. Donc il y a un déséquilibre total que les entreprises ne comprennent pas, parce que ce qu'importe une entreprise, c'est une régularité budgétaire, et les effets de saut inversés sont bons pour personne, notamment en matière de budget. Après, je crois que ça a été cité par Florence tout à l'heure, on a un problème de fond sur les équipes. Et là, que ça soit clients, assureurs, courtiers, on a quand même toute une population de jeunesse, et ça c'est fantastique, mais qui n'a jamais vécu cette situation. Pourquoi ? Parce que pendant 15 ans, on est resté dans un cycle baissier, et ils n'ont jamais connu de situation de crise. Donc globalement, on peut dire qu'on est assez mécontent, parce que pour les courtiers, ça n'a pas été facile. Hein. En fait, il n'y a pas eu de renouvellement, il n'y a eu que des affaires nouvelles, puisqu'on a dû tout renégocier. Et on est tombé dramatiquement dans le presse-bouton. Et je terminerai en disant, ce qui est le plus ennuyeux, c'est qu'en fait, même les bons risques sont pénalisés, parce qu'on a un effet de mutualisation exacerbé, et celui qui fait tout ce qu'il faut, qui fait de la prévention, qui fait de l'ingénierie, qui réfléchit, qui calcule des tas de choses, il est pénalisé comme le mauvais. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et ça, on en sort comment ? Parce que c'est effectivement quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Hein. Bien sûr. Qu'on fasse des efforts ou rien, ils nous taxent pareil. Alors on en sort comment ? Je crois que là aussi, les acteurs ont la mémoire courte. Quand on a eu les problèmes de Lothar et Martin, plus la tragédie du World Trade Center, donc 2000-2001, on a eu cette situation de crise, où on a vu des augmentations tarifaires jusqu'à plus 80, je crois que c'était un record, qui se justifiait dans certains cas. Mais à ce moment-là, le travail effectué a fait qu'à mon sens, le marché a perdu 15 à 20% de sa substance de prime. Pourquoi ? Parce que les assurés contraints à trouver d'autres solutions ont développé les politiques de risk management, ont été contraints et forcés d'augmenter leur rétention, ont créé ou réactivé des captives. Je suis ravi d'entendre la bonne nouvelle parce que enfin, les industriels vont pouvoir, si on anticipe un peu, avoir des solutions françaises. Et ça, c'est à souligner. On a 4 captives françaises aujourd'hui, il y en a plus d'une centaine ailleurs. C'est incompréhensible en tant que Français. Donc c'est une très bonne chose, mais je crois qu'on a la mémoire courte, et c'est ce qui se passera encore, parce que de toute façon, il va bien falloir trouver des solutions, et ces solutions, elles seront dans le développement de la politique de risk management, de prévention, de rétention, de systèmes alternatifs, de réassurance, d'imagination. Je pense que d'autres acteurs interviendront, notamment la finance, et c'est une question de travail et d'imagination. Vous avez parlé du cycle, vous avez parlé du temps long. On va continuer avec vous, Gilles Bénéplan, puisque vous êtes directeur général de Verlingue, donc courtier spécialisé assurance d'entreprise. Mais vous avez fait aussi une thèse sur le cycle des résultats en assurance. Donc quand on prend une perspective longue, comment est-ce qu'on sort de ces situations compliquées ? Alors là j'en ai pour 2 heures. Donc, oui. Non, très simplement, Hervé l'a dit, l'industrie de l'assurance se caractérise par l'existence de cycles. Alors, on l'avait un petit peu oublié parce qu'on confond cycle et sinusoïde. En fait, la période de baisse est beaucoup plus longue que la période de remontée. Et donc, on est clairement dans une inflexion du marché qui, là aussi, est naturelle et s'explique par, très simplement, le résultat des compagnies d'assurance
Et la pression qu'il y a sur leur compte d'exploitation, à la fois par les résultats techniques, par les problèmes de moindre rendement des actifs financiers, et puis la pression sur les bilans par les fonds propres, par les normes de solvabilité. Donc, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Je ne vais pas répéter ce qu'a très bien dit Hervé, mais il faut bien comprendre que si ce redressement est trop brutal, et si surtout les assureurs arrêtent de faire leur métier, à savoir contribuer à la gestion des risques par la mutualisation des risques, il ne faut jamais oublier que la gestion des risques ne se confond pas avec l'assurance. L'assurance est un sous-produit de la gestion des risques. C'est une composante qui est la gestion des risques par le biais de la mutualité. Et donc, si les assureurs oublient ce point et si ils abandonnent des pans du marché, ben le marché va trouver d'autres solutions. Et il va les trouver, j'allais dire, aux deux extrémités de la distribution. Pour les petits risques, les entreprises vont augmenter leur rétention. Et c'est une masse assurable que les assureurs ne reverront jamais plus. Et sur les grandes capacités, ils feront appel à des montages un petit peu plus sophistiqués avec ce qu'on appelle des insured securities, c'est-à-dire des produits financiers qui couvrent des grands événements, en particulier des événements climatiques. Donc vous voyez, je pense qu'il faut appeler un petit peu à la raison. Le défi n'est pas simplement de redresser à court terme les comptes, ce qu'on comprend très bien, c'est de savoir si sur le long terme, la place de l'assurance, donc la place du métier de l'assurance, va croître et ne va pas croître. Pour ma part, bon, je suis plus longtemps dans ce métier, je crois qu'on a la chance d'être sur un métier où la conjoncture nous aide. Si vous demandez aux acteurs économiques, que ce soit les particuliers ou les entreprises, est-ce que vous vivez dans un monde plus risqué? Ils vont vous dire oui, on vit dans un monde plus risqué, Uber, les Toba, etc. Donc l'aversion au risque croissante des agents économiques, c'est quelque chose qui devrait aider le marché de l'assurance. Et donc, moi j'en appelle, et c'est ce qu'avait dit Ludovic, à plus d'innovation, à plus de prise de risque. Les premiers qui on dit oui, il faut des statistiques, mais les premiers qui ont assuré les machines tournantes, ils n'avaient pas de statistiques. Je veux dire, donc il faut que cette prise de risque, elle doit être aussi le fait des assureurs. Alors, il y a des questions qui me parviennent. Il y en a une à laquelle vous n'allez pas répondre, je pense, qui est les entreprises d'assurance vont-elles adopter et communiquer à leurs assurés leur raison d'être? Je crois que certains ont commencé à le faire, évidemment. Une autre question, est-ce que la réforme de la responsabilité civile va avoir un impact sur les primes? Enfin, je ne vais pas prendre la question comme ça. Je crois que déjà, je ne suis pas sûre que ce soit le sujet le plus immédiat qu'on ait pour l'évolution. Non, mais elle est intéressante par rapport à l'inquiétude. Absolument. Voilà, c'est pour ça que je l'ai prise. Absolument. Mais moi, pour revenir là-dessus, je pense qu'on a un vrai sujet aujourd'hui de repartager notre compréhension du monde respective entre nos assurés et nous-mêmes. Gilles a raison, il faut qu'on aille vers du mieux. Quand je vois un client aujourd'hui, ça me frappe à chaque fois de voir à quel point parfois on est un peu décalé dans notre compréhension de ce qui vaut, de ce qui coûte. Et je pense qu'une des bonnes façons de sortir de cette situation de tension dans laquelle on est, c'est vraiment de retourner à la compréhension commune de ce que l'on assure. Il faut revenir à faire notre métier, il faut partager les analyses CAT, de PE, de toutes ces choses-là avec nos clients, et derrière, il faut leur dire, ça pour nous, ça coûte. Par exemple, moi, ce qui me coûte, c'est des capacités importantes parce que de la volatilité. J'ai des clients en face qui ont acheté avec les années beaucoup de capacités parce que c'était pas cher, et qui me disent, mais finalement, aujourd'hui, je peux m'en passer. Et du coup, en ayant ce bon niveau de partage de ce qui est important de part et d'autre, on va revenir à des choses beaucoup plus équilibrées. Il faut remettre nos techniciens à la table avec nos clients et nos courtiers pour ensemble retrouver un statu quo de ce qui est acceptable
pour chacun pour avoir la pérennité de ces choses-là. Et derrière, moi je ne suis pas tout à fait d'accord de dire qu'on ne fait rien, qu'on n'est pas innovant. On est innovant tous les matins. On a des clients qui changent fondamentalement. Un client industriel, il y a quelques années, j'ai l'habitude de le dire, ce qui valait, c'est les produits qu'il fabriquait. Aujourd'hui, ça vaut rien. Ce qui vaut, c'est la data qui va traverser ces produits. Est-ce que c'est le même risque? Pas du tout. Est-ce qu'on a totalement intégré l'évolution du risque que ça représente? Pas du tout non plus. Et donc je pense que le vrai sujet aujourd'hui, il est là, il est de revenir à la compréhension des risques qu'on assure. Il faut que ce soit une collaboration avec vous, nos clients, parce qu'on a aussi besoin de bosser avec vous pour comprendre ça, pour rester adapté aux garanties qu'on pourra proposer demain. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra faire de l'innovation. Gilles a raison, on n'a pas attendu des statistiques pour assurer des choses, mais je pense qu'on a quand même regardé comment la machine, elle tournait pour pouvoir l'assurer. Et donc là, il faut qu'on refasse cet exercice pour pouvoir le faire. Alors, on entend dire beaucoup, on va faire plus de services face à cette situation, et on a vu le même type de comportement, de changement de façon de travailler dans la banque aussi, où les banquiers sont passés d'un mode de rémunération à la marge à un mode de rémunération à la commission, à la vente de services. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quelles sont les grandes lignes à développer? Sur la servitisation de l'assurance, ça a commencé il y a à peu près 15 ans. Il y a trois enjeux. Le premier, c'est qu'il ne faut surtout pas mélanger les activités de bilan et de compte de résultats. Moi, je donne toujours l'exemple de l'hôtellerie. Si vous regardez les groupes d'hôtellerie qui vont bien, c'est ceux qui ont séparé leur parc immobilier de leur revenus, de services, d'expérience, etc. Donc les assureurs sont très conscients qu'ils ne vont pas, bien sûr que, et en plus la fiscalité est plus intéressante sur les services, bien sûr qu'il faut servitiser, apporter du consulting en amont, des complémentaires sur... nous par exemple, on a forcément beaucoup investi sur l'assistance, c'est un secteur très fort pour nous chez Allianz, mais ne séparons pas, ou du moins ça ne résoudra pas le problème. Et je pense que c'est l'erreur que font les banques. Les banques sont persuadées qu'elles vont résoudre leurs problèmes de modèle, donc de différentiel entre les taux longs et les taux courts, en faisant du service. Enfin, vous voyez bien que ça ne marche pas, sinon ça se saurait. Deuxième sujet sur les services, on a quand même, il y a pareil, un mythe que j'entends souvent, c'est les assureurs ont peur des GAFA, et donc c'est pour ça. Non mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire quand vous regardez les GAFA, quand est-ce que vous pensez que les GAFA vont faire le métier d'assureur? Le problème des GAFA, c'est pas qu'ils vont faire notre métier, c'est que c'est des tuyaux, c'est l'économie des tuyaux. Alors, le problème des GAFA, c'est qu'une fois qu'ils ont capté le client, ils peuvent vous faire payer le prix qu'ils veulent, comme un courtier, pour la gestion du client. C'est ça le problème des GAFA, c'est le problème du tuyau. Ils ne vont pas faire le métier, ils ne savent pas faire. Donc c'est un sujet, donc la question c'est comment on travaille avec les GAFA, comment on partage l'account management avec ces GAFA-là, etc. Ce n'est pas une concurrence, c'est une complémentarité, mais qui est très coûteuse. Et troisième sujet sur la servitisation, c'est l'expérience. Parce que pourquoi vous croyez on travaille avec les courtiers? C'est parce qu'un assureur, il est bon pour faire des calculs, faire des polices, des wordings, mais on a besoin des courtiers pour faire des câlins et mettre des claques. Et ça, c'est vrai que nous, on ne sait pas trop faire. Mais c'est vrai, Hervé, c'est la chaîne de valeur de l'assurance. Enfin, moi, je vois comment les courtiers gèrent les clients au quotidien. C'est un plaisir d'aller dans des rendez-vous avec les courtiers devant nos clients, parce qu'il y a une vraie... On sent que ils sont là en train d'essayer de trouver la solution. Ils nous poussent, nous, à trouver des solutions. Et donc, moi, ces trois enjeux-là des services, ils sont devant nous. Encore une fois, c'est un enjeu du quotidien, parce que c'est des choses à marge fine pour nous. Mais je pense qu'on est en train de les... Du moins, on est en train de les affronter ensemble. Ouais. Hervé. Oui, je parlais du service, mais j'aurais juste revenir sur l'innovation. Et alors, je ne vais pas dramatiser le débat, mais c'est dommage que, alors que toute une série de nouveaux risques interviennent, arrivent sur le marché, on a évoqué les aléas climatiques, et il faut savoir que les CatNat, notamment, drivent l'assurance dans le monde. Les catastrophes naturelles, c'est ce qui drive les réassureurs, et c'est la finalité des prix qui arrivent, beaucoup plus peut-être que la sinistralité traditionnelle. Et alors, au moment où on a besoin de garanties étendues dans le cyber, dans le supply chain, dans des tas de choses, la conjoncture actuelle avec une rétention ou je dirais une frilosité des assureurs sur le marché n'est pas tellement contributive dans l'innovation et dans le lancement. Et j'ai toujours, vous savez, quand j'étais jeune, en 82, j'ai travaillé à Londres, et j'ai toujours été bluffé par ce côté joueur, d'Eloïs, comme le disait Gilles.
les assureurs, de toute façon, il faut être opportuniste. Certains l'ont vu il y a 30 ans avec la DNO, la RC des mandataires sociaux, où des assureurs ont très bien su se jeter dans la prise de risque quelque part, et avec grand succès. Et ça manque un peu au marché. Alors je sais qu'en période de vache maigre, c'est difficile, mais il faut à un moment se jeter à l'eau. Pour répondre directement à votre question, Jean-Marc, sur le service, je crois que c'est fondamental, on le dit jamais assez, mais ce qu'attend un client, c'est avant tout un service quotidien. J'enfonce une porte ouverte, mais parfois il n'est pas donné. Donc il faut le rappeler, au juste prix bien évidemment. Il faut sortir des débats, parce que ça a été effleuré, rémunération, commission, honoraire. Un client doit payer au regard de ce qu'il demande. Je crois que c'est très simple. Pour le courtage, tout de moins, c'est ma conception. Et le service est d'autant plus important que généralement, quand un client n'est pas content, il vous le dit, une fois, deux fois, trois fois, puis au bout d'un moment, il s'épuise et il s'en va, il lance une consultation, un appel d'offres. Comme je dis souvent, d'ailleurs, c'est peut-être pas forcément nécessaire de faire un appel d'offres. Il suffit de se mettre d'accord avec son courtier ou carrément de le jeter s'il ne vous plaît plus, mais c'est peut-être pas la peine de passer par un appel d'offres. C'est ma conception aussi. Ouais, si je peux intervenir, ce qui me frappe, hier il y avait un baromètre sur la satisfaction des risk managers à l'égard des assureurs, et la qualité qui revenait, le numéro 1, c'était la disponibilité des interlocuteurs. Et donc finalement on est dans un paradigme assez étonnant, avec des services de plus en plus sophistiqués qu'on apporte à nos clients, sur le servicing de la captive, de la prévention, plein d'autres choses, mais quand même ne pas oublier les basiques, parce que ce que nos clients souhaitent, c'est des gens qui répondent au téléphone, qui les écoutent et qui leur proposent des solutions adaptées à leurs besoins. Et je pense que ça, il faut s'en souvenir chaque matin et motiver chacun de nos collaborateurs sur ce sujet-là, parce que c'est vraiment ça l'élément qui maintiendra aussi la pérennité de notre industrie. Oui, mais au-delà de ça, dans un monde qui devient plus complexe, où les risques s'interpénètrent, comme on a déjà évoqué, il faut aussi changer de posture, il faut aussi se mettre dans la co-construction, c'est-à-dire travailler même assez différemment. Alors, on ne le fait sûrement pas assez, mais je crois qu'on essaie véritablement de le faire. Et je crois que la collaboration qu'on a avec des captives, on en parlait tout à l'heure, elle va aussi dans ce sens-là. Sur beaucoup de nouveaux risques, quand on n'est pas encore tout à fait à l'aise, c'est bien ce que l'on fait. On va travailler avec la captive, l'assureur, potentiellement le réassureur aussi. Et tout ne va pas dans la solution de financement du risque, parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, il n'y a pas de solution de financement du risque disponible sur chacun des choses. Ça ne veut pas dire que le besoin est forcément là. Si on prend le cyber-risque, par exemple, le besoin, il est aussi sur le service. Quand il y a une attaque, ce que le client souhaite, c'est qu'il y ait quelqu'un qui l'aide pour avoir les bons réflexes, les bons intervenants. Et je crois que sur beaucoup de risques aujourd'hui, c'est de ça dont on parle. Donc redéfinissons ce dont on a besoin ensemble, baptisons des écosystèmes, je pense, de plus en plus en architecture ouverte. Ce n'est plus des lignes, voilà, mais c'est des écosystèmes qui doivent travailler ensemble. Et ça donnera des solutions d'assurance beaucoup plus riches qui permettront petit à petit de relever tous ces défis qu'on a devant nous. Alors, je voudrais maintenant qu'on fasse un focus sur deux risques, et pour ça, je vais redonner la parole brièvement à Ludovic, puisque Allianz fait un baromètre auprès des entreprises, des grandes entreprises surtout. Et donc, qu'est-ce qui ressort cette année du baromètre, même si ça a déjà été évoqué, et puis peut-être ensuite un mot sur l'évaluation de l'un des deux risques. Alors, donc on a fait le baromètre AGCS dans plein de pays, on l'a livré au marché en début d'année. Et qu'est-ce qui ressort? C'est à peu près la même chose que ce que Florence Hussmann a évoqué, le baromètre du WEF. En gros, les risques ESG, climatiques, environnementaux, sociétaux, les risques cyber et, dans une moindre mesure, les risques politiques. J'aimerais faire une parenthèse d'économiste. Si vous regardez si ces risques-là sont prédictifs sur plusieurs années, vous vous rendez compte qu'ils prédisent une chose, ce sont les unes du Financial Times de l'année passée. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous avez bien lu le Financial Times quand vous répondez au baromètre. La mauvaise nouvelle, c'est que ça n'a aucun pouvoir prédictif et que donc, moi en tant qu'économiste, je me dis, ça veut peut-être dire qu'on va avoir une belle bonne récession bien grasse en 2020 ou une belle bonne pandémie. La pandémie, donc bon, c'est peut-être mieux que la récession, enfin du moins pour l'épargne. Donc, ceci étant dit, je vais quand même revenir sur ces risques parce qu'ils vous inquiètent et donc ils nous inquiètent. Donc, je vais parler de l'ESG, tu veux, Jean-Marc? Alors, sur le risque ESG,
Hier, on avait un atelier sur le risque politique. C'est vrai que le risque politique est devenu très compliqué à assurer, en particulier parce que il y a des sujets de risques sociétaux. C'est plus de la guerre, mais c'est de la guerre froide. C'est plus de la terreur, mais c'est des interruptions des affaires liées à des émeutes, des choses comme ça. Et donc le marché a un peu évolué. Mais donc ça, c'est pour le S. Mais le gros du marché, à part ça, c'est sur le E, l'environnement. Et ça, c'est un vrai sujet parce que on est tous d'accord, à moins qu'il y ait quelques climato-sceptiques dans la salle. Levez la main. Voilà. Donc maintenant, on a honte d'être climato-sceptique, à part si on est président des États-Unis. Et en fait, l'environnement, on voit bien, c'est un sujet. Les critères pour, la causalité du changement climatique sur la fréquence et la sévérité, on est tous d'accord. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Parce que il y a la prévention. Malheureusement, la prévention n'est pas seulement à l'entreprise, mais c'est de la prévention qui est souvent avec les pouvoirs publics. L'aménagement des côtes, les zones inondées, le mix énergétique, les risques de catastrophes naturelles et qui entraînent des interruptions des affaires pendant plusieurs semaines parce qu'il manque un composant, etc. On voit que c'est un sujet très compliqué parce que mesurer la prévention, ça ne tient pas que à la cartographie des risques au sein de l'entreprise. Deuxième sujet, donc c'est dans les conséquences, celui de l'assurabilité. C'est-à-dire que souvent, dans ces risques-là, il y a une covariance du risque et une dépendance aux actions ex ante, ex post des pouvoirs publics. Quand vous mettez du latin, les gens pensent que vous êtes intelligent. Et donc, c'est très compliqué. Et donc, on augmente les prix. Non, je rigole. Non, parce que j'ai senti que ce matin, on était un peu, on est un peu au banc des accusés. Là, ouais, donc, on va essayer de ne pas trop augmenter les prix en 2020. Mais s'il y a une belle catastrophe naturelle, vous allez bien comprendre que non. Et donc, voilà. Tout ça pour dire que c'est un sujet donc, en amont sur la prévention parce que ce n'est pas juste le fait de l'entreprise. Et donc nous, on a un problème avec ça, c'est que quand on cartographie les risques, on ne peut pas changer une localisation de production comme ça. Et c'est un sujet sur l'aval, c'est-à-dire que moi je trouve que de plus en plus, on a ce sujet de la capacité, Lionel en parlait, c'est-à-dire c'est pas qu'un sujet de prix, c'est-à-dire les dédommagements en jeu sont souvent énormes quand il y a cette confluence des risques. Et donc, ça va poser la question de quel produit on fait et surtout, est-ce qu'on revisite le pool CatNat ? Est-ce qu'on revisite le partage des risques et des produits ? Est-ce qu'on fait, hier on avait une discussion avec quelques-uns d'entre vous sur est-ce qu'on fait des payouts de prévention ? Est-ce qu'on fait appel à l'univers des assurances paramétriques, comme on fait par exemple pour l'assurance sécheresse, etc. Est-ce que c'est l'avenir ? C'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, on assure, bien sûr, on voit les effets directs sur la sinistralité, entre la sinistralité et les prix, mais la question c'est si ça devient plus gros, plus ennuyeux dans le temps de l'interruption des affaires, est-ce que ça change complètement la façon dont on assure ces risques ? Et ça, on est un peu en train de découvrir ça. Juste un chiffre, si je peux me permettre. Irma, 2017, on est toujours en 2019 dans nos comptes en train de régler ces sinistres-là. Le sinistre, le typhon, le très gros typhon de l'année dernière au Japon, quand on a clos nos comptes en 2018, il est évalué entre 3 et 5 milliards. Le même vu à aujourd'hui, les évaluations vont jusqu'à 16 milliards. Et c'est exactement ce que dit Ludovic, c'est-à-dire de la perte d'exploitation consécutive qui font exploser les compteurs et qui rendent les choses totalement différentes de ce qu'on a connu. Alors vous essayez de donner une réponse à l'une des questions, qui est quand va-t-on avoir une vision claire à moyen terme de la politique de souscription des assureurs qui changent de stratégie sans vraiment expliquer leur politique de yo-yo. Voilà, vous essayez d'expliquer que ce n'est pas que du yo-yo, qu'il y a des raisons derrière et que ce n'est pas simple. Gilles, sur le risque climatique. Non, ce risque climatique, c'est un des drivers de l'assurance. Par son ampleur. Et je veux dire, le driver, c'est le risque climatique américain. Ce qui a créé des capacités, ce qui a détruit des capacités, c'est avant tout ce qui s'est passé aux États-Unis sur le domaine des CAT, où on a eu une sinistralité assez clémente ces dernières années. Il faut se rappeler de Andrew en 92. Donc, je crois que c'est effectivement très important. C'est un sujet important pour les assureurs. Et je crois que le système qui est le système français est un système vertueux. Je pense que ce système qui met une certaine solidarité de place par le système des catastrophes naturelles, plus la garantie de l'État, c'est quelque chose qui, de tout temps, a été quand même assez robuste.
et a su faire face. Après plusieurs années, plusieurs décennies, peut-être qu'il faut revoir les paramètres du système. Mais le système en soi, où on conjugue de la prévention, de l'attitude donc des agents économiques, des rétentions des agents économiques, hein, en particulier des assureurs, une indemnisation pour les assureurs, une mutualisation et une garantie de la CCR, je pense que ce système est assez bon. Et en tout cas, il me paraît meilleur que ce qu'on voit aux États-Unis. Lionel, sur les risques climatiques, on a beaucoup parlé déjà de capacité. Le dispositif CatNat a été évoqué. L'inassurabilité aussi. Comment est-ce que vous voyez qu'il va falloir faire évoluer le cadre actuel? Merci. Alors, effectivement, et sur le risque climatique, c'est un risque sur lequel, pour le coup, en France, on s'est organisé il y a longtemps. On s'est organisé depuis 1982, ce qui est assez unique dans le monde, en fait. Alors parce que la France est un pays qui est touché par tout type de catastrophes climatiques depuis longtemps, hein, que ce soit la métropole, que ce soit nos territoires d'outre-mer, on a à peu près tout. Et cette année, on en a vécu. Hein, le régime CatNat, c'est 36 milliards d'indemnisation depuis 1982. Et rien que l'an dernier, on a eu 1,7 milliard, dont séisme, inondation, grosse sécheresse aussi et la subsidence. Donc on s'est organisé sur un système, et c'est effectivement ce que nous on pense et ce qu'on nous dit aussi, et merci Gilles de le rappeler, qui est plutôt sain. Pourquoi, de notre point de vue? Parce qu'on a organisé depuis longtemps le partage des rôles entre assureurs et États, entre ce qu'on juge inassurable et ce qu'on juge assurable. Dans beaucoup d'États, par exemple aux États-Unis, effectivement, finalement la catastrophe arrive et l'État prend ce que le marché n'a pas pris d'une certaine façon. C'est souvent pas organisé ex ante. Nous, on s'est dès le départ organisé pour. Alors, c'est pas un pool proprement dit, hein, c'est un système de réassurance publique, donc une extension obligatoire sur les contrats de dommages, pour rappeler pour ceux qui ne sont pas spécialistes, qui fait l'objet ensuite d'un partage de sort à 50-50 entre assureurs, qui est donc effectivement une rétention, et le réassureur public, la CCR. Et puis, à partir d'un certain montant, la CCR prend tout. Et avec la garantie de l'État. Garantie de l'État qui n'a été appelée qu'une fois depuis l'histoire, depuis le début du régime, en 1999. Et depuis, on a toujours réussi à avoir justement piloté suffisamment bien le régime pour avoir suffisamment de réserves. Alors je vais reprendre un chiffre, justement, le chiffre d'IRMA. IRMA, c'est 2 milliards, c'est 80% quand même pour la puissance publique, hein, puisque ça a été le stop-loss a bien joué en la matière. Alors, le système, on pense qu'il est sain, il nous permet d'anticiper, il organise un partage public-privé. Pour autant, on pense qu'il y a un enjeu, et c'est pour ça qu'on est à l'aube d'une réforme. Alors d'une réforme qui, effectivement, n'est pas une révolution du système, parce qu'on pense que le système est quand même plutôt bon, mais plutôt d'organiser sa résilience. Donc effectivement, comme disait Gilles, plutôt travailler sur un certain nombre de paramètres, parce qu'il y a au moins une chose qu'on pense qu'on doit améliorer, c'est un enjeu qu'on a déjà cité sur cette table ronde, qui est l'enjeu de la prévention. On voit qu'on a une dérive de la sinistralité. On le connaît partout dans le monde, on le connaît en France aussi. Selon nos estimations, l'ordre de grandeur, mais c'est évidemment difficile de prévoir, mais de l'augmentation de la sinistralité, si on prend toutes causes confondues, on est de l'ordre de 50% en 2050. Donc même si on a un système aujourd'hui qui nous apparaît efficace, encore faut-il qu'il soit résilient. Ça fait quand même 4 ans que sur le régime, soit c'est l'année d'IRMA, on pioche dans les réserves, soit on n'en reconstitue pas. Donc c'est quand même pour nous un facteur de préoccupation, et on doit se préoccuper de la résilience. Donc la résilience, soit on augmente les tarifs, on préférait éviter que ce soit la solution, et donc ça nous amène à faire des efforts de prévention. Alors comme Ludovic l'a dit, cet effort de prévention, il est multifacteur. Et c'est ça qu'on doit essayer de prendre encore dans le régime, donc avec notamment 3 axes importants. Il y a l'axe de ce que le régime donne comme incitation aux acteurs. Typiquement, on a un système de franchise qui est très normé par la réglementation, alors que la franchise est typiquement un facteur qui permet d'avoir une vraie discussion sur la prévention. C'est ce que vous bâtissez dans vos programmes sur les autres risques. On pense qu'en tout cas, pour ce qui est du risque d'entreprise, très clairement, on doit vous redonner de la liberté pour justement fixer des franchises qui dépendent de la prévention. Après, encore faut-il qu'il y ait un vrai impact de la prévention sur la franchise. Et contrairement à ce que disait Hervé tout à l'heure, si
quoi qu'on fasse en termes de prévention, on paye le même tarif, on a la même franchise, ça ne marche pas. Donc il faut évidemment qu'on donne les bonnes incitations. Deuxièmement, le régime finance une grosse partie de l'action de l'État en fait en matière de prévention, c'est ce qu'on appelle le fonds Barnier, qui est financé donc par une partie de la surcotisation qui est payée pour le régime. Bon, on doit nous aussi, on a pouvoir public, là pour le coup c'est plutôt nos collègues du ministère de la Transition écologique et solidaire qui sont en première ligne, mais rendre ces dépenses les plus efficaces possibles au regard de la sinistralité et donc contribuer pour des choses qui effectivement sont de l'ordre de l'action collective et des ouvrages collectifs, que ce soit des digues, on en a fait beaucoup, mais aussi d'autres ouvrages, faire les dépenses qui sont les plus efficaces. Si on fait des dépenses efficaces, normalement 1 euro de prévention, c'est 7 euros évités. Donc c'est quand même un facteur extrêmement puissant de réduction de la sinistralité et qui permettra d'éviter que la seule perspective, ce soit l'augmentation des tarifs. Voilà, donc aujourd'hui, on a une première proposition de loi qui a été déposée par des sénateurs d'opposition. Le gouvernement travaille au dépôt d'un projet, que ce soit par une proposition de loi de la majorité ou un projet du gouvernement, pour renforcer le régime, je l'exprimais comme ça, accroître sa résilience avec essentiellement quand même ce sujet de la prévention sur lequel nous voulons renforcer notre action et l'efficacité du régime pour assurer sa pérennité. Ce qu'on peut peut-être rajouter sur les aléas climatiques, c'est que on est très bien lotis en France et ça vient d'être expliqué. Mais je crois qu'il faut sans doute encore plus travailler sur les garanties pertes d'exploitation, en amont et en aval, et puis surtout utiliser, pas la naissance, mais l'avènement des garanties paramétriques qui se développent et qui seront très utiles dans le temps pour avoir un complément sur la sinistralité des risques d'aléas climatiques. Un mot. Sur ESG, on a parlé des risques vraiment climatiques. Moi, je tiens à attirer l'attention sur les risques des régulateurs. Pourquoi ? Parce que si vous regardez ce qui s'est passé dans le secteur de l'auto depuis 2 ans, c'est une catastrophe la réduction des émissions de CO2. Les normes européennes imposent aux constructeurs automobiles de réduire par autant, à peu près, leurs émissions de CO2 en 2 ans que ce qu'elles ont réussi à faire en 10 ans. Et du coup, ça crée un choc sans précédent sur les profits du secteur automobile européen. Et donc moi, c'est pour ça que ça lie un peu le E et le S. Vous voyez bien cette tragédie des horizons entre la fin du mois et la fin du monde. Et je trouve qu'on a de plus en plus, la musique de fond que j'entends, très populiste, populisme économique, c'est il faut absolument le climat. On parle d'impôts avant de parler de prix du carbone. On parle d'actifs échoués. Et moi, je m'inquiète beaucoup de ça parce qu'on sait que dans l'assurance, on ne sait pas très bien faire, c'est-à-dire assurer les erreurs de politique publique. On ne sait pas assurer un fou à la tête d'un ministère sectoriel qui décide de faire des choses qui ne donnent pas le bon signal de prix aux entreprises pour faire l'adaptation nécessaire. Le coût de la transition écologique pour une trajectoire à 1,5 degré, c'est à peu près 3 000 milliards dans le monde sur les 10 prochaines années à dépenser par le secteur privé. Ça, c'est nos estimations. Moi, j'aimerais bien qu'on donne les bons signaux aux entreprises. Par exemple, ce qu'on est en train de faire avec la taxonomie au niveau de l'Union européenne, c'est une stupidité économique parce qu'en fait, on va dire toi c'est bien, toi c'est pas bien. Et en fait, le vrai sujet, c'est d'emmener ceux qui sont pas bons, ceux qui sont marrons, vers un verdissement contrôlé. Et moi, ça m'inquiète beaucoup parce que c'est une nouvelle forme de protectionnisme. On le savait, le protectionnisme non douanier. Mais je vois que ça s'accélère. Je trouve que les avènements politiques, le néo-autoritarisme dans certains pays émergents, mais dans nos pays à nous, je ne vais pas parler de la France, à part notre ministre des Finances qui est un peu guévariste, qui demande aux entreprises d'augmenter les salaires. Mais enfin, à part ça, c'est pas bien méchant. En revanche, dans certains pays du sud de l'Europe, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un discours, et on a vu en France combien ça a cristallisé, la taxe carbone, les gilets jaunes, ça naît de ça quand même. Et on voit que c'est pareil en Amérique latine. Donc j'appelle aussi, regardez ça, faites bien vos diagnostics affaires publiques pour bien voir que vous n'ayez pas quelqu'un qui d'un coup d'un seul, si vous êtes dans des activités charbonnées ou carbonées, faites attention à ne pas... Il y a un cas d'école en ce moment en Allemagne, Siemens, et dans un risque de réputation
parce qu'ils travaillent avec une centrale à charbon australienne. Et le PDG de Siemens est venu sur Internet en disant oui, on travaille avec une centrale à charbon. En fait, on les améliore. Et en fait, il y a eu des manifestations au siège de Siemens justement à cause de ça. Donc, il y a une. Et le patron de BlackRock qui a annoncé que. Bien sûr. Et le patron de BlackRock. Siemens avait un vrai problème là-dessus. Exactement. Et juste avant, il y avait des gilets jaunes devant BlackRock en France. Donc, vous voyez bien que, ça ne sert à rien de pointer le doigt aux autres parce qu'on est tous concernés. Moi, je trouve que c'est très drôle dans ces moments un petit peu de retournement. Il y a deux façons de faire. Soit on se cannibalise, soit on coopère. Donc BlackRock, ils ne sont pas connus pour coopérer. Donc vous voyez ce qui se donne. C'est vous, non, c'est vous. Bon. Moi, je trouve qu'on a tous, le secteur privé, et en collaboration avec le secteur public, à apprendre à gérer ces nouveaux transferts de risques, notamment de la régulation autour de l'environnement vers ou avec les phénomènes sociétaux et le risque politique ou d'interventionnisme sur ces sujets. Ce n'est pas directement le climat sur la sinistralité, mais je trouve que vraiment c'est une musique de fond et que moi je m'inquiéterais. Parmi les scénarios de risque qu'on construit chez Allianz, par exemple, on a mis un vrai beau scénario d'actifs échoués du jour au lendemain. C'est-à-dire du jour au lendemain, les actifs carbonés valent zéro dans le bilan de certaines entreprises. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est pour ça qu'on a lancé l'alliance des activités à bilan, Alliance of Asset Owners en anglais. Donc on essaie de ramener tout le monde pour s'engager à une neutralité carbone à 2050, mais surtout, pour essayer de voir comment on fait ça sans créer de choc sur le marché. Parce que ça, c'est vraiment l'idée, c'est qu'on parlait des garanties et des prix. La vraie question, c'est comment on transitionne pour être prêt à couvrir ces risques sans être pris un peu ou cornérisé par soit un choc exogène, soit une inhabilité de s'adapter à combien c'est compliqué de couvrir le risque climatique. Il y a des risques, des chiffres absolument colossaux qui circulent, notamment sur l'industrie énergétique, où il pourrait y avoir plusieurs dizaines de milliers de milliards de dollars d'actifs échoués en cas de mesure aussi rapide que ce qu'on a vu dans l'automobile. Alors, on pourrait continuer longtemps sur le risque climat. Je voudrais même qu'on discute un tout petit peu aussi du risque cyber. Donc, il a aussi été beaucoup question. Je vais éloigner un peu ça devrait aller mieux. Donc le risque cyber, comment est-ce qu'il y a évidemment eu des problèmes assez visibles l'an dernier avec une affaire de non-remboursement ou non-versement après un sinistre. Comment est-ce qu'on avance, là aussi, même question que sur le risque climat, comment est-ce qu'on avance sur le risque cyber? Quels sont... Alors, on voit bien que le risque, il est encore méconnu, inconnu. On est en plein dans une histoire avec Bouygues Construction qui n'est pas encore finie. La prévention, on pose, pour reprendre le mot sur lequel vous avez insisté, Lionel, tout à l'heure, pose des questions absolument majeures. Bon, pour les entreprises, le risque cyber est très important. Donc pour les gens dont le métier est de couvrir les risques, c'est une opportunité. C'est d'abord une opportunité. Je crois qu'il y a une caractéristique du risque cyber qui le rend plus compliqué que les autres risques. Et en cela, il se rapproche des CatNat. C'est le fait qu'il n'y a pas d'indépendance des événements. La base de l'assurance, c'est l'indépendance des événements. C'est-à-dire que là, lorsque vous avez quelque chose comme nos PETIA qui arrive, ça touche tout le monde. Donc le problème technique d'emblée systémique et le problème des cumuls, il est réel. Donc on ne peut pas le nier. Et donc je crois qu'il faut faire... je pense que le marché a déjà bien avancé, mais il faut qu'on ait conscience qu'on n'est pas encore au niveau de produits et de services qui sont à l'aune des enjeux. Je crois, mais Florence en a déjà dit un mot, je crois qu'il faut progresser sur la compréhension des cumuls. Je ne suis pas sûr que ça soit l'assurance la mieux placée pour comprendre les enjeux purement digitaux. Je ne suis pas sûr qu'on aura un jour dans les compagnies d'assurance les meilleurs experts de l'informatique. En revanche, le métier de l'assurance, c'est de mesurer les risques, ce qui est différent de mesurer les problèmes informatiques. Et donc, il faut qu'on avance sur ce qui est couvert, et ce qui est couvert de façon explicite, sachant qu'il y a un certain nombre de couvertures silencieuses dans les contrats, premièrement. Deuxièmement, de mesurer les cumuls. Troisièmement, d'essayer de réfléchir, comme ça a été fait dans le domaine des CatNat, à qu'est-ce que c'est qu'une tempête cyber.
s'il se passe un nouveau virus, qu'est-ce qui va se passer? Et là, après, la capacité, on peut la créer. Et il est bien clair qu'aujourd'hui, on est sur un mouvement où les prix vont augmenter parce que les garanties vont augmenter. Florence? Le cyber, finalement, ce n'est pas tout à fait nouveau. On a lancé le produit il y a quasiment 20 ans. Il y avait une offre de disponible et à l'époque, il n'y avait pas de demande. Et puis après, il y a eu de la demande. Et là, le risque s'est aussi développé. Et on est véritablement en transformation très, très, très profonde. Donc, je suis d'accord avec Gilles. Pour moi, le sujet, c'est de comprendre, encore une fois, je suis désolée, je suis extrêmement basique, comprendre ce que l'on couvre. Aujourd'hui, on découvre tous les jours que finalement, l'intention de couverture, elle n'est pas forcément ce qu'il y a écrit dans les polices. Et puis, je pense qu'aussi, nos polices d'assurance, et pour moi, le cyber n'est pas un sujet stand-alone, mais il y a du dommage, il y a de la RC, il y a du marine, il y a plein d'autres choses, met à l'épreuve notre rédaction de texte. Dans une police dommage, quand il y a un incendie suite à un choc électrique, c'est couvert. Quand l'ouvrier met une machine, une clé dans la machine, c'est couvert. Mais alors, si c'est parce qu'il a appuyé sur le bouton, il y a des gens qui se posent la question de savoir si ça resterait couvert. Mais je pense que c'est tous ces sujets-là qu'il faut travailler. En 2019, je pense qu'on a beaucoup progressé sur le volet RC, d'être davantage en affirmative cover. Le problème, c'est que du coup, il y a quand même des choses qui ont disparu. Alors avant, on n'était pas sûr que ce soit couvert, pas sûr que ce soit exclu. Maintenant, on est sûr que c'est exclu et on n'a pas forcément retrouvé encore la garantie sur le côté cyber. Je pense que c'est là-dessus qu'on doit poursuivre le travail. Je pense qu'on a besoin d'un cadre de compréhension et de réflexion commune. Et là-dessus, je trouve que le travail qui a été réalisé par l'AMRAE avec l'ANSSI, ça fait partie des éléments qui contribuent à bâtir ce socle commun. Mais je pense que le groupe de travail à la FFA doit progresser. Il doit aussi peut-être être élargi. Ce n'est pas un sujet que de cyber. Le sujet, il est totalement holistique sur toutes les branches. Il doit être beaucoup plus inclusif de manière à ce que l'on progresse ensemble. Et là encore, il ne pourra pas y avoir autant de vision du sujet que d'assureurs, parce que sinon on échouera collectivement sur ce sujet. Aujourd'hui, je crois que les primes cyber sur le marché français, c'est quelques dizaines de millions. Si tu nous dis que c'est le premier sujet qui inquiète les chefs d'entreprise, je pense qu'on a échoué. Donc il faut que l'on progresse là-dessus, et pour ça, il faut qu'on ait un socle commun de compréhension et de couverture. Hervé? Non, je crois que tout est dit, mais il faut progresser très vite. Il faut analyser tous les problèmes de cumul. Il faut aussi, surtout, identifier très vite le principe indemnitaire. Parce qu'on le voit bien, dès qu'il y a des sinistres, ça devient compliqué, un peu tordu, et on a tout de suite un problème dans le règlement du dossier. Parce que ce n'est pas facile de retracer les causes et surtout les conséquences financières. Donc là, il y a beaucoup d'efforts à faire, mais il ne faudrait pas gâcher cette branche qui est un besoin exprimé, qui est clair, qui est net, tout le monde en veut. En moins de 6 mois, alors c'est le contexte général qui fait ça, mais en moins de 6 mois, la capacité a été diminuée par 2. C'est quand même embêtant. Elle était déjà totalement insuffisante, et je respecte ça parce que c'est un nouveau risque, mais en moins de 6 mois, la capacité s'est effondrée. Et on ne peut même pas dire que les prix soient envolés. C'est plutôt la capacité. C'est encore un problème de capacité qui est beaucoup plus inquiétant que l'histoire du prix pour moi. Lionel, sur le risque cyber, il y a une question qui est je ne la retrouve pas là, je vais la retrouver, qui était donc est-ce qu'il faut envisager un dispositif basé sur le principe CatNat pour le risque cyber, hein, donc un régime obligatoire. Quelles sont les perspectives selon vous? Alors, il est très certainement trop tôt pour dire s'il faut quelque chose comme CatNat, mais en tout cas, une action des pouvoirs publics, certainement. On a une grande différence avec le risque 4 sur cyber, c'est qu'on n'a rien organisé sur le partage du portage de risque entre secteur privé et secteur public. Alors, on a une action des pouvoirs publics depuis un certain temps sur les enjeux cyber. Notamment, je pense que beaucoup d'entre vous dans cette salle appartenaient à des acteurs qui sont OIV, opérateurs d'importance vitale, donc en droit français déjà depuis des années, ou demain opérateurs de services essentiels au sens de la réglementation européenne. Donc là, qui amène une action directe de l'État, en fait, on appuie des entreprises pour les aider à gérer leurs risques cyber, dans la mesure où on pense que ces acteurs, qui sont nos gros acteurs économiques, ont une importance telle dans l'économie qu'on doit les protéger. Mais au-delà de ça, on s'est en particulier pas vraiment préoccupé de la régulation du risque cyber, qui est un risque en assurance, et de son assurance. Or, aujourd'hui, on voit bien que les entreprises ont des besoins de protection, que l'assurance y trouve un rôle.
Alors encore peu en Europe, hein. Effectivement, c'est quelques dizaines de millions d'euros de cotisations en France. 90% des primes sur ce risque, c'est les États-Unis, hein. Donc il y a un peu d'avance côté États-Unis, beaucoup sur les aspects de RC finalement, on se protège vis-à-vis des tiers et dans un contexte très particulier de la responsabilité civile aux États-Unis. On a un développement en parallèle sur l'aspect plutôt perte pécuniaire, donc sur l'aspect du dommage en fait, financier direct pour l'entreprise, qui était plutôt l'axe de développement en Europe. On a une convergence finalement des deux enjeux. Pour nous, c'est aujourd'hui clairement la régulation de ce risque. Dans un contexte où les acteurs eux-mêmes, et c'est ce que vous venez de dire, on ressent un besoin d'un socle commun de compréhension de ce risque pour lui permettre de se développer finalement. Alors il était couvert de façon silencieuse bien souvent, mais à partir du moment où on a mis le doigt dessus, et c'était l'action pour le coup des superviseurs dans tous les pays de mettre fin le plus vite possible à ces garanties silencieuses, parce que derrière on a une question de maîtrise du risque par l'assureur, mais la conséquence effectivement derrière c'est qu'on a eu aussi simplement un trou de garantie sur le marché. Bon, comment on sort de cette situation-là? Nous on pense qu'il faut qu'on apporte une touche de régulation. Et on a engagé depuis la fin de l'année dernière un travail avec vous, avec les professionnels, pour essayer d'identifier sur quels aspects nous devons travailler, sachant qu'on a identifié évidemment plusieurs problématiques. La première problématique, c'est la compréhension du risque. Tout à l'heure, je vais parler de prise de risque par les assureurs. Bon, en tout cas, dans la vision européenne, française de la gestion du risque, on est très attaché à ce que les assureurs maîtrisent leur risque. Donc, ce n'est pas une conception du pari, en l'occurrence. Donc, il faut qu'on aide à cette maîtrise du risque. Ça passe par du partage d'informations, ça passe par des bases d'incidents, des choses qui sont peut-être un peu moins de la statistique, d'ailleurs, que dans certains risques, peut-être beaucoup plus des choses qui permettent d'avoir des scénarios déterministes. Mais ça, il faut qu'il y ait un partage d'informations, il faut qu'il y ait un partage d'expériences. Et ça, nous, évidemment, pouvoir public, on peut avoir un rôle en la matière. Il faut évidemment qu'on clarifie ce que c'est qu'une couverture cyber. Donc il faut finir de mettre fin aux couvertures silencieuses, définir ce que c'est qu'une garantie affirmative, ça c'est sûrement un anglicisme, une garantie explicite, en tout cas en la matière. Et puis il faut qu'on définisse notre rôle à nous, l'État, en matière de portage. Clairement dans le cyber, il y a des choses qui sont du domaine de l'inassurable, parce qu'on retrouve des choses qu'on a définies déjà comme inassurables, qui sont le terrorisme, qui sont la guerre. Et on a ces composantes-là dans le cyber. On a des choses qu'on va appeler cyberterrorisme, cyberguerre, avec des formes un peu variées, mais on voit bien qu'il y a des choses sur lesquelles on va avoir du mal à laisser le marché se débrouiller. Et donc se poser la question, et c'est là qu'on va se poser la question des dispositifs. Alors est-ce que ce sera comme CatNat? Le risque est pour le coup très différent. On retrouve une notion aussi de risque de pointe à opposer à du risque de masse. Pourtant, ce risque de masse, il est important. De ces 2 dernières années, nos entreprises, à commencer par nos PME, sont victimes de rançonnage et de façon extrêmement vigoureuse, systématique. Bon, voilà. Comment on prend ça en compte, avec notamment la question de la solvabilisation de la rançon que peut apporter l'assurance. Alors certains pays ont décidé de l'interdire, d'autres pays ont décidé de l'autoriser sous conditions. Nous, on n'a pas vraiment complètement pris position en la matière. Alors c'est plutôt pas possible de payer la rançon directement, mais encore une fois, indirectement, à partir du moment où on solvabilise celui qui va payer la rançon, le sujet est sur la table. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là sur lesquelles on est interpellé, sur lesquelles je pense qu'il est important pour nous d'y apporter des réponses qui pourront être de nature variée. Il y aura certainement une dimension européenne en la matière d'ailleurs. Mais il y a des choses qu'on peut faire au niveau français, qui sont certainement de nature réglementaire. Alors quand je dis réglementaire, hein, c'est tout niveau de réglementation en France. Puis il y a des choses qui ne sont pas de nature réglementaire. Typiquement, c'est un risque sur lequel on voit qu'on a une grande dimension d'accompagnement. On revient sur la question du service qu'on évoquait tout à l'heure. Et là, c'est vraiment sur des choses sur lesquelles il y a une vraie légitimité pour l'assureur, parce que pour comprendre le risque, finalement, si on n'est pas dans les entreprises avant, on voit bien qu'on a du mal à être pertinent. La dimension d'assistance est très forte. Donc, au moment de l'attaque cyber, on voit qu'il y a un besoin finalement d'accompagnement, d'aide de l'entreprise pour y faire face, surtout nos plus petites entreprises. Et puis ensuite, il y a une dimension de résilience. Bon, donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles on doit pouvoir contribuer. On doit pouvoir mettre un certain nombre de standards et accompagner nos entreprises en la matière.
Merci. Cette table ronde va maintenant s'achever. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que il y a, de tout ce que vous avez dit, un besoin de comprendre, un besoin d'éclairer, un besoin d'expliquer sans doute davantage dans un monde qui change tout de même très très vite. Et puis au-delà de ça, la nécessité d'aller de problèmes qui sont subis, ce que vous avez tous décrit d'une manière ou d'une autre, à des choix qui doivent être faits par les entreprises, choix entre ce qu'elles doivent assurer, ce qu'elles doivent assumer elles-mêmes, ce qui relève aussi de l'inassurable, le mot est ressorti à plusieurs reprises, et que ce choix soit fait de manière beaucoup plus claire, plus explicite, plus politique, plus stratégique que ça n'a sans doute été le cas jusqu'à présent. Merci madame, merci messieurs.